Irina est née le 26 septembre 1972 en URSS, dans une petite ville de l'Oural. Peu après, sa famille a déménagé dans une autre ville où elle a passé son enfance. Irina a grandi comme une enfant tout à fait normale, sans se faire remarquer à l'école, et s'est inscrite à la faculté de droit de l'université après avoir obtenu son diplôme. Cependant, selon certaines sources, elle aurait étudié la psychologie. Quelque temps plus tard, elle est tombée enceinte, s'est mariée et a interrompu ses études après la naissance de sa fille. Cependant, elle n'est pas devenue une mère attentionnée, mais a rapidement commencé à boire régulièrement de l'alcool. Au début, son mari a essayé de tolérer cela, mais après quelques années, il l'a chassée de la maison avec l'enfant. Irina a alors placé sa fille de 6 ans dans un orphelinat et a continué à boire. À la fin des années 90, elle a rencontré un homme qui était venu dans sa ville pour affaires. Une relation s'est développée entre eux et Irina est tombée à nouveau enceinte. Elle a décidé de déménager dans une autre ville pour le rejoindre, bien qu'elle n'ait jamais officiellement divorcé de son premier mari. Peu après, sa deuxième fille est née. Au début, ses amis et voisins décrivaient Irina comme une mère aimante. Elle emmenait sa fille à l'école, participait aux réunions de parents d'élèves et s'impliquait activement dans la vie scolaire. Cependant, lorsque la jeune fille est entrée au collège, Irina a recommencé à sombrer dans l'alcoolisme. Une fois, elle a même dépensé l'argent que la classe avait collecté pour une fête scolaire, ce qui a provoqué un grand scandale. Son compagnon a tenté de lutter contre sa dépendance en cessant de lui donner de l'argent, mais ses efforts ont été vains. Lorsque ses voisins ont cessé de lui prêter de l'argent, Irina a décidé de chercher d'autres moyens d'en obtenir. Au début des années 2000, elle a commencé à travailler à temps partiel. Elle repeignait les plafonds des appartements et tricotait des vêtements sur commande. Grâce à ses revenus, elle a pu rembourser ses dettes et acheter de l'alcool avec son propre argent. Cependant, en 2002, sa vie a pris une tournure encore plus sombre lorsqu'elle a commencé à s'en prendre à des femmes âgées. Les motifs de ses crimes sont restés flous. Une version affirme qu'elle nourrissait une haine profonde envers les personnes âgées, considérant apparemment leur vie comme dénuée de sens. Cette agressivité était peut-être due à sa relation difficile avec sa belle-mère, qui lui reprochait constamment sa consommation d'alcool. Une autre version suppose qu'Irina tuait par pure cupidité, car elle savait que les personnes âgées gardèrent souvent chez elles l'argent destiné à leurs funérailles ou leurs économies. Son premier crime a été commis de manière spontanée. Irina était en train de repeindre le plafond de l'appartement d'une retraitée lorsqu'elle a soudainement eu besoin d'argent pour acheter de l'alcool. Elle a décidé de voler la propriétaire. Alors qu'elle cherchait des objets de valeur, la femme âgée est entrée dans la pièce et a commencé à appeler à l'aide. Prise de panique, Irina a saisi un marteau qui se trouvait à proximité et l'a frappé à plusieurs reprises à la tête. Les coups ont été mortels. Après le meurtre, elle a pris l'argent qu'elle avait trouvé, s'est rendue au magasin le plus proche et a acheté de la vodka. Comme personne ne savait qu'elle avait travaillé dans cet appartement, elle n'a pas été découverte. Après son premier meurtre, elle n'a plus arrêté. Lorsqu'elle quittait la maison, elle prétendait aller travailler, mais en réalité, elle suivait de nouvelles victimes potentielles. Elle observait les femmes âgées dans la rue, les suivait discrètement jusqu'à leur domicile et se présentait plus tard comme une employée des pompiers, des services municipaux ou des services sociaux. Parfois, elle laissait des notes sur les portes demandant aux personnes d'être chez elle à une heure précise. Irina savait comment aborder les gens. Sa deuxième victime était connue pour sa prudence et ne laissait généralement personne entrer dans son appartement. Cependant, Irina réussissait à gagner leur confiance et était invitée à entrer. Certaines retraitées lui offraient même du thé avant qu'elle ne passe à l'acte. Si elle n'était pas invitée, elle demandait elle-même un verre d'eau. Dès qu'elle était certaine que la femme était seule, elle passait à l'action. Les agressions avaient toujours lieu lorsque les victimes lui tournèrent le dos. Elle frappait la victime à la tête avec un marteau, puis lui couvrait le visage avec un oreiller et commençait à fouiller l'appartement à la recherche d'objets de valeur. Son butin se composait généralement de petites sommes d'argent, environ 1000 roubles, de denrées alimentaires provenant du réfrigérateur ou de bijoux en or simple. Une seule fois, elle a trouvé 16 000 roubles, soit environ 160 euros. Parfois, Irina quittait les lieux les mains vides. Les retraités cachaient souvent leurs économies avec tant de soin qu'il était impossible de les trouver. Afin d'effacer le plus longtemps possible les traces du crime, elle verrouillait soigneusement la porte de l'appartement en partant.
Dans ces cas-là, les femmes âgées seules n'étaient portées disparues qu'après plusieurs jours. Parfois, la criminelle tentait de provoquer un incendie en laissant un fer à repasser allumé ou une bougie allumée. Cependant, aucun incendie ne s'est jamais déclaré. Parfois, Irina passait toute la nuit dans l'appartement de ses victimes. Par exemple, après avoir assassiné une retraitée de 81 ans dans une maison de la rue Madiakovskaya, en hiver 2008, elle était restée assise dans la cuisine jusqu'au matin, griffonnant des paroles des Beatles sur des bouts de papier. Elle a connu son premier échec en février 2003 lorsqu'elle a attaqué sa troisième victime, une femme qui vivait dans la rue Sovetskaya. À l'époque, elle s'était fait passer pour une employée des services sociaux et avait agressé la retraitée directement à la porte d'entrée. Cependant, malgré plusieurs coups de marteau à la tête, la femme s'est mise à crier fort. Un voisin, alerté par les cris, s'est précipité dehors et Irina s'est enfuie, effrayée, du lieu du crime. Heureusement, la victime a survécu et a pu décrire son agresseur. Elle se souvenait d'une femme aux cheveux blonds qui portait un manteau en fausse fourrure. Sur la base de son témoignage, un portrait robot a été réalisé et affiché dans toute la ville avec l'avertissement suivant. Chers concitoyens, jamais dans l'histoire de notre ville une série de meurtres aussi brutaux n'a été commise. Le moment est venu pour nous tous de nous unir afin d'arrêter ce criminel. Signalement, jeune femme, 160 à 165 litres mince, cheveux blonds. Malgré ces informations concrètes, les enquêteurs n'étaient pas certains qu'il s'agissait réellement d'une femme. Une autre théorie suggérait que les crimes avaient été commis par un homme déguisé en femme. Néanmoins, les recherches continuaient de se concentrer sur la blonde inconnue. Au cours des semaines suivantes, presque toutes les femmes blondes de la ville ont été contrôlées et interrogées. Cependant, la coupable restait introuvable. Après la publication du portrait robot, une véritable panique s'est emparée de la ville. De nombreuses femmes blondes se sont empressées de se teindre les cheveux en brun afin d'éviter les interrogatoires et les soupçons inutiles. La police a rapidement décidé de relever les empreintes digitales de toutes les femmes de la ville, car celles de l'auteur inconnu avaient été retrouvées sur les lieux des crimes. Cependant, cette mesure n'a pas non plus abouti. Plus tard, on comprendra pourquoi Gaïda Machouk a réussi à rester cachée aussi longtemps. Après avoir déménagé à Krasnoufimsk, elle a laissé son passeport dans une autre ville. Elle n'était donc pas enregistrée dans les bases de données officielles de Krasnoufimsk et vivait sans déclaration dans l'appartement de sa colocataire. Ironie du sort, l'un des tracts avec le croquis était affiché juste à côté de la porte du magasin en face de chez elle. Cependant, aucun de ses voisins n'a remarqué la ressemblance. Même ceux qui l'ont remarqué ne pouvaient croire que cette femme modeste puisse être une criminelle violente. Un jour, je lui ai dit « Regarde, Irka, le dessin te ressemble tellement », se souvient l'une de ses connaissances. Elle s'est contentée de rire. Aucune peur, aucune confusion sur son visage, a ajouté la femme. Irina a ainsi continué ses crimes pendant 7 ans. Pour ne pas être reconnue, elle a commencé à porter une perruque et se rendait souvent dans des villes voisines où son visage n'était pas connu. Elle a ainsi commis 4 meurtres en seulement 2 jours à Ekaterinbourg, Drushinino et Seyrov. Dans le village de Shirokaya-Rechka, 2 autres retraités ont trouvé la mort de ses mains, et lors d'un autre cambriolage dans le quartier d'Achid, la coupable a failli être arrêtée. La femme âgée qui l'avait laissé entrer dans son appartement a eu des soupçons et a appelé la police locale avant de mourir. Le policier s'est rendu à l'appartement et a frappé à la porte, mais personne n'a ouvert. À ce moment-là, Irina était assise dans l'appartement à côté du corps de la victime, cachée et sans émettre le moindre son. Après avoir attendu un moment, le policier de quartier a fait demi-tour et est parti. La suspecte s'est enfuie de l'appartement et a disparu à nouveau. Cependant, ce n'est qu'après cet incident que les enquêteurs ont obtenu un indice important. Un marteau, son arme du crime, avait été laissé sur les lieux. La police a désormais la confirmation qu'un tueur en série sévit dans la ville. Les empreintes digitales trouvées sur le marteau abandonné appartenaient à la femme, et les particules de sang sur l'arme correspondaient à l'ADN de plusieurs victimes. À ce stade, les enquêteurs ont regroupé tous les épisodes des meurtres de retraités en une série. Fin février 1908, la criminelle a sévi à Nijni Tagil, où elle a commis un autre crime. Elle s'est présentée à la propriétaire âgée comme une employée de la compagnie de gaz et a été laissée entrer dans la maison. Irina a frappé la femme, lui a arraché une chaîne en or du cou, a pris de l'argent et des bijoux dans l'armoire, puis s'est enfuie. Cette fois,
La victime était la mère du chef adjoint de la police locale. Toutes les forces de police de la ville ont été mobilisées pour élucider le crime. Dès mars 2008, Maria Valeva, une habitante de Verniatura, a été arrêtée à la gare de Nijni Tagil. Elle n'avait pas d'emploi, menait une vie marginale et, selon les enquêteurs, pouvait très bien être impliquée dans ces crimes. Contre toute attente, Valeva a avoué tous les meurtres commis par Gaïda Matchouk. Elle a déclaré que son mobile était la haine des retraités. Selon ses déclarations, elle est tombée dans la délinquance dans sa jeunesse, a commencé à consommer des substances illégales et a été victime d'une agression collective impliquant 14 hommes. Tout cela se serait passé dans l'appartement d'une femme âgée qui, non seulement n'a pas porté secours, mais s'est également moquée de ce qui se passait. C'est à ce moment-là que Madame Valeva aurait décidé de se venger des femmes âgées. Ses aveux semblaient suffisamment convaincants et les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves afin de porter l'affaire devant les tribunaux. Peu après, cependant, un autre meurtre d'une femme âgée a été commis à Serov, alors que Valeva était déjà en détention. Elle a alors affirmé que ses aveux lui avaient été extorqués. L'enquête a confirmé sa déclaration. Il s'est avéré que les policiers avaient eu recours à la violence physique et à des menaces contre la détenue. 3 agents ont alors été condamnés à des peines de prison et 2 autres à des peines avec sursis. Entre-temps, Gaider Matchouk est retourné à Krasnoufimsk et a rapidement agressé un autre retraité, son voisin, chez qui elle avait auparavant acheté du lait. Quelque temps auparavant, elle avait fait une autre tentative. Elle s'était rendue chez un autre voisin et lui avait demandé de lui prêter 3000 roubles, soi-disant pour se rendre auprès de son beau-père malade. Elle avait caché le marteau sous ses vêtements, mais avait été chassée par le fils de la propriétaire, qui se trouvait par hasard à la maison. En février 2010, Irina quitta soudainement sa famille. Elle dit à son mari et à sa fille qu'elle se rendait chez sa belle-mère pour régler une dette, mais elle ne revint pas à la maison. Ses proches se mirent à sa recherche, craignant le pire. Cependant, ils découvrirent rapidement qu'elle avait emménagé chez un voisin et qu'elle ne reviendrait pas. Gaider Matchouk ne resta toutefois pas chez lui non plus. Elle emménagea rapidement avec un autre homme. Au printemps 2010, la criminelle repartit à la chasse. Elle se rendit dans la rue Ushtomskogo, où vivait une retraitée de 81 ans. Cette femme fut la dernière victime de la meurtrière. Cette fois-ci, Gaider Matchouk décida de répéter le scénario de son premier crime. Elle s'introduisit dans l'appartement de la retraitée sous prétexte d'effectuer des réparations. Lorsque la propriétaire la laissa entrer, la criminelle saisit un marteau et lui asséna 18 coups à la tête. Cependant, il lui sembla que la femme respirait encore. Irina remplit alors une baignoire d'eau, y traîna la victime et la noya. Le corps de la victime a été découvert par les secours, appelés par une voisine. Elle avait été alertée par les cris d'un chat errant affamé. À ce moment-là, la police était déjà à la recherche du coupable. La récompense offerte pour toute information permettant d'appréhender la coupable n'a pas donné de résultat. Mais un proche de la victime s'est alors souvenu. Il y a 3 ans, la retraitée avait engagé une femme nommée Irina pour repeindre ses plafonds, et peu avant sa mort, elle avait de nouveau fait appel à Irina. Elles se sont rencontrées au dépôt ferroviaire, où Irina Gaider Matchouk travaillait comme peintre à temps partiel. Cette information a suffi aux enquêteurs pour retrouver la suspecte. Elle a été convoquée au poste sous prétexte d'une prise d'empreintes digitales. Une vérification des empreintes a confirmé que les traces trouvées sur le marteau appartenaient à Irina Gaider Matchouk. D'autres investigations ont renforcé la confiance des enquêteurs. Il s'est avéré que l'une des victimes avait arraché une mèche de cheveux à l'auteur du crime avant de mourir. L'analyse a confirmé que ces cheveux appartenaient à Irina. Au moment de son arrestation, la meurtrière en série de Krasnoufimsk était accusée du meurtre de 17 victimes, des femmes âgées de 60 à 90 ans. Le montant total de l'argent volé s'élevait à seulement 50 000 roubles, ce qui correspondait à environ 500 € à l'époque. Lors de la perquisition de l'appartement de Yurik Kuznetsov, chez qui Irina résidait en dernier lieu, les enquêteurs ont trouvé plusieurs marteaux. Ceux-ci ne présentaient toutefois aucune trace et n'avaient rien à voir avec les crimes. Gaider Matchouk ne conservait jamais les marteaux qu'elle utilisait pour tuer ses victimes. Elle laissait les outils du crime sur les lieux ou les jetait dans des rivières ou des poubelles. Après son arrestation, elle n'a opposé qu'une brève résistance, puis elle a rapidement commencé à avouer ses crimes et à participer aux enquêtes.
Elle a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait commis ces crimes parce que son mari refusait de lui donner de l'argent pour acheter de la vodka. Afin de susciter la compassion, la criminelle a prétendu être enceinte. Un examen médical a toutefois réfuté cette affirmation. Les experts ont constaté que Gaider Matchuk souffrait de troubles psychiques, mais qu'elle était responsable de ses actes et pouvait être tenue pour responsable. Au début du procès, les enquêteurs avaient rédigé environ 2000 rapports d'expertise. 21 personnes, proches des retraités assassinés, ont été reconnues comme victimes. Le dossier pénal comptait au total 443 volumes. Pendant le procès, l'accusée s'est montrée sûre d'elle et provocante. Elle a refusé de faire toute déclaration aux journalistes et leur a reproché de s'en prendre à sa famille. Jusqu'à la fin, Gaider Matchuk a espéré que ses proches lui fourniraient un alibi. Cependant, ses proches ont simplement confirmé qu'elle disparaissait souvent pendant plusieurs jours sans explication. Le seul à l'avoir soutenue jusqu'à la fin était son avocat commis d'office. Il a tenté d'obtenir une peine plus clémente en invoquant le passé difficile de l'accusé. Ses proches l'ont pratiquement abandonné, a déclaré l'avocat. C'est humainement compréhensible, mais ils ne disent rien de négatif à son sujet, à part son abus d'alcool. Elle a une fille mineure. À mon avis, une peine de 20 ans est trop sévère pour elle. Cependant, les proches des victimes se sont fermement opposés à toute clémence. Le tribunal n'a pas non plus été influencé par les arguments de la défense et a condamné Irina Gaider Matchuk en juin 2012 à 20 ans de détention dans une colonie pénitentiaire générale. Elle a également été condamnée à payer 30 000 roubles de frais de justice. Elle n'a pas fait appel du jugement. Peu après le prononcé du jugement, le policier de quartier responsable du quartier où vivait la criminelle a été démis de ses fonctions. Pour sa fille cadette, Anastasia, le jugement a été un choc important. Elle a subi un grand stress psychologique lorsqu'elle a appris les crimes commis par sa mère. Après le procès, elle a été victime de harcèlement et d'exclusion de la part de ses camarades de classe. Pendant de nombreuses années, son plus grand protecteur a été son père, Yuri Kuznetsov, qui ne se doutait pas qu'il avait vécu tout ce temps aux côtés de la louve de Krasnoufimsk.